Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité à votre émission, le jury du dimanche iRadio ITV, qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malick Sall, qui est avocat. C'est pour cela qu'on l'appelle Maître. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur Kane. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Quand Dame Justice défère devant le jury, c'est tout le lexique juridique et judiciaire qui est revisité. Et le jury, c'est vous qui nous écoutez et qui nous regardez à l'instant. Innocent, coupable, relax, acquittement, condamnation, réquisitoire, plaidoirie, défense, déposition, jugement, arrêt, verdict, bref, Dame Justice dans tous ses états. Monsieur le ministre garde des Sceaux, vous êtes très attendu. À vous de relever le défi d'être bien entendu. Si l'attente est si pressante, c'est parce qu'on imagine difficilement une société sans justice, a fortiori dans une société démocratique et dans un état de droit comme le Sénégal. L'avocat que vous êtes doit être à l'aise dans l'exercice de questions-réponses auxquelles il va être soumis. Le jury du dimanche a donc le plaisir de recevoir Maître Malick Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice de la République du Sénégal. Première question, Monsieur le ministre, cela fait 1 an, 2 mois et 7 jours que vous symbolisez le visage de la justice sénégalaise. En effet, vous avez été nommé le 7 avril 2019 dans le gouvernement formé par le président Macky Sall au lendemain de sa réélection. La justice essuie beaucoup de critiques, comme vous le savez, celles relatives à un manque d'indépendance, sa partialité est également dénoncée par des citoyens sénégalais. Mais la justice, c'est le dernier rempart, c'est l'institution vers laquelle on se tourne en se gardant de toute forme de vengeance individuelle ou collective. Quelles sont les garanties finalement que le garde des Sceaux que vous êtes peut donner aujourd'hui aux Sénégalais? Merci, M. Kane. La justice, effectivement, c'est l'épine dorsale d'une république. Et le Sénégal est une république. Ce n'est pas le garde des Sceaux qui donne des garanties aux justiciables sénégalais, c'est la Constitution du Sénégal qui donne aux Sénégalais, effectivement, des garanties d'une justice, effectivement, indépendante. Cette indépendance, pourquoi les gens pensent qu'elle n'est pas indépendante, notre justice? Vous savez, dans les droits de la défense, les droits de la défense sont sanctionnés, sont retenus dans la Constitution. Vous savez, il y a souvent le perçu et le réel. Nous savons tous que on a tendance, c'est humain, à chaque fois qu'on gagne en procès, on estime qu'effectivement que justice a été rendue. À chaque fois qu'on le perd, on a tendance à une certaine mauvaise foi. Parce qu'on reconnaît rarement son tort, on a tendance à trouver des excuses justement au fait d'avoir perdu son procès. Et très souvent, la justice a bon dos. La justice a bon dos, le juge a bon dos, surtout. Parce que globalement, vous savez... Mais il est arrivé d'entendre des magistrats, l'Union des magistrats du Sénégal, ou des magistrats qui démissionnent après par la suite pour dire que la justice sénégalaise n'est pas indépendante. J'ai pas... Vous savez, l'indépendance de la justice peut s'analyser par rapport à beaucoup de pouvoirs. L'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, c'est-à-dire vis-à-vis de l'exécutif. L'indépendance vis-à-vis des pouvoirs religieux ou maraboutiques. Et l'indépendance vis-à-vis des milieux financiers. Ce que je peux vous assurer en tant que garde des Sceaux, avant d'être garde des Sceaux, en tant qu'avocat, dans un procès, nous, au Sénégal, nous avons la chance d'avoir des avocats de talent. Le rôle d'un avocat, c'est de défendre son client. En ce qui me concerne, je n'ai jamais, en tant qu'avocat, assisté dans un dossier
où j'ai dit à mon client que que le juge a aidé à perdre. Parce que globalement, d'abord, si on est un avocat sérieux, on ne doit pas permettre à un juge de faire des dialgatis dans son dossier. Vous êtes un avocat d'affaires? Je suis un avocat. Oui. Vous savez, au Sénégal, un avocat d'affaires en ce sens que je traite beaucoup avec l'international. Mais mon cabinet également traite des affaires sociales, des affaires de famille. C'est comme ça, c'est obligatoire. Aujourd'hui, vous êtes ministre de la Justice. Est-ce que vous avez envie de regarder les magistrats, par exemple, face à la caméra, comme je le fais actuellement, en leur disant, vous avez toutes les garanties d'être indépendant, prenez votre indépendance? Ils ont toutes les garanties constitutionnelles. Et je vous assure que... Là, vous leur parlez. Là. Et je vous assure qu'ils apprennent cette garantie. Ils le savent. Ils l'apprennent. J'ai pas besoin. Dit le général de Gaulle. Je n'ai pas besoin de leur demander de prendre. Parce qu'ils c'est des juristes comme moi. Ils connaissent la Constitution comme moi. Ils vivent la justice mieux que moi. Ils savent que vis-à-vis du pouvoir politique, ils sont totalement indépendants. Depuis 1 an et quelques jours, quelques mois que je suis là, aucun juge ne peut dire que je l'ai appelé dans un dossier civil, commercial ou pénal pour lui dire que voilà ce que le pouvoir politique veut, voilà ce que le chef de l'État veut. Le président de la République, je vous l'assure, ne peut pas mettre un visage sur 95% ou plus des magistrats. Il ne les connaît pas. Il y a pourtant des interprétations parfois de certains actes. Vous avez dit, vous n'avez jamais, depuis que vous êtes là, demandé à un juge, à un magistrat de libérer quelqu'un ou quoi que ce soit. Je donne l'exemple de Bougazeli qui a bénéficié d'une liberté provisoire, poursuivi pour des faits liés à un trafic de faux billets. Est-ce que c'est son cas, Bougazeli? Je peux vous assurer que c'est son cas. Parce qu'objectivement, si Bougazeli avait une protection judiciaire, une protection politique, il n'aurait pas été en prison. Il est membre de votre parti, l'APR, par exemple. Il n'aurait pas été en prison. Si c'était le cas, il n'aurait pas été en prison. Et vous savez... Et député aussi. Et vous savez combien de demandes de liberté provisoire Bougazeli a dû présenter avant, en fin de compte, d'obtenir effectivement une liberté provisoire. Plus d'une vingtaine de demandes qui ont été rejetées. Vous savez, parfois, il y a de l'amalgame. Nous savons tous, le justiciable lambda ne peut pas le savoir, mais tous les praticiens du droit savent que quand un prévenu est placé sous mandat de dépôt, une demande en liberté provisoire n'est pas recevable tant que cette personne n'a pas été entendue, au fond, par le juge. Mais il y a des gens, bien entendu, qui peut-être pour faire le buzz, s'empressent, le jour même où la personne a été mise au mandat de dépôt, de déposer des demandes de liberté provisoire, alors qu'ils savent très bien que cette demande n'est pas recevable. Mais quand Luc Nicolaï, le célèbre promoteur, manifeste une frustration en disant « je mérite plus que Bougazeli de bénéficier d'une liberté ou d'une libération conditionnelle », qu'est-ce que vous répondrez? D'abord, je trouve que c'est un jugement de valeur mérité. Par rapport à quoi? Et par rapport à qui? Les deux affaires sont totalement différentes. Bougazeli est dans le cadre et aujourd'hui sous mandat de dépôt et a obtenu une liberté provisoire. Donc son dossier est en instruction. Luc Nicolaï a été condamné définitivement. Définitivement. Et je vous assure que Luc Nicolaï est en prison et détenu du fait de la partie civile. Et à ce niveau, la partie civile, vous savez, le code donne à la partie civile qui a estimé, qui a été victime effectivement de ce qui lui est arrivé, de réclamer dommages et intérêts. Si on accorde des dommages et intérêts à cette partie civile-là, la partie civile demande la contrainte par corps. C'est-à-dire, la contrainte par corps, c'est la garantie qui permet à la partie civile, si
la personne qui a été condamnée refuse de s'exécuter volontairement, a demandé l'exécution de la contrainte par corps. Donc Luc Nicolaï est en prison aujourd'hui en exécution de la contrainte par corps qui a été mise en branle par l'avocat de la partie civile. Il est très simple aujourd'hui, il a été condamné à payer des dommages et intérêts. Mais s'il payait ça aujourd'hui, mais demain il sortait. Donc ça n'a rien à voir avec le procureur ou avec l'État ou avec même la machine judiciaire. C'est uniquement la partie civile qui réclame le recouvrement de ses intérêts civils. L'autre partie refuse de s'exécuter et ses avocats ou son avocat a mis en exécution la contrainte par corps qui permet dans ces cas effectivement à ce que le condamné soit maintenu en prison jusqu'à ce qu'il paye. Et je vous assure que dans ce cas-là, les frais de séjour et de la personne qui est envoyée en prison sous la contrainte par corps sont à la charge de la partie civile. Alors, Monsieur le ministre de la Justice, invité du jury du dimanche, iRadio, ITV, les Sénégalais sont troublés par des faits de trafic de faux billets avec des sommes astronomiques comme récemment plus de 2000 milliards de francs CFA. Une enquête qui est en cours au niveau de la gendarmerie. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on assiste à autant de trafic de faux billets au Sénégal? Monsieur Khan, c'est plutôt à moi de vous poser cette question. C'est vous le journaliste. C'est vous qui êtes une espèce de sociologue de la société sénégalaise. Qu'est-ce qui se passe? Sinon, tout simplement, peut-être... Les Sénégalais attendent de la justice, justement, qu'elle clarifie cette situation et au besoin que les personnes qui doivent être poursuivies le soient et sanctionnées éventuellement. Vous savez que à chaque fois que de tels faits se sont produits, la justice a fait son travail. La personne a été poursuivie, vous savez, pour que la personne soit déférée, que la justice se saisisse, d'abord il faut que la personne soit déférée à la justice. Systématiquement, dans des cas comme ça, si vous connaissez la procédure, quand c'est le procureur qui est saisi, ou bien qu'il se saisit lui-même, il fait ce qu'on appelle un soit transmis, soit à la section de recherche, soit effectivement à un commissariat. On est dans ce cas de figure là. Pour le dire, ouvrir enquête et arrestation en tant que de besoin. Oui. Où en est-on sur cette enquête pour la dernière affaire? Je ne peux pas m'avancer dans ce domaine-là pour la simple raison que cette affaire est pour le moment au niveau justement de l'enquête de police ou de gendarmerie. Des personnalités politiques auraient été citées dans cette enquête? J'ai entendu quelques personnalités qui auraient été citées ont déclaré qu'il n'y avait rien à voir dedans. L'enquête le montrera. L'enquête le montrera. Pour le moment, la justice que je représente n'est pas encore saisie. Il n'y a pas eu de déferment, donc je ne peux sincèrement pas, je veux bien, mais je ne peux pas aujourd'hui donner mon avis sur quelque chose qui est encore entre les mains de la section de recherche et qui n'est même pas encore entre les mains du procureur de la République. La justice sénégalaise est indépendante, dites-vous, en tout cas c'est une garantie constitutionnelle, malgré les critiques, mais justement il y a des requêtes quand même que vous avez certainement entendues, comme le Conseil supérieur de la magistrature qui ne devrait plus être présidé par le chef de l'État, la coupure du cordon ombilical entre l'exécutif et le parquet, le ministre de la Justice et le parquet, mais quelles sont les réformes finalement que vous envisagez de faire? Les critiques qui ne sont pas basées sur le droit sont juste des appréciations personnelles. D'après notre constitution, d'après notre corpus judiciaire, c'est le chef de l'État, le président de la République, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est son garde des Sceaux qui est le vice-président. Conseil qui est constitué pour l'essentiel de la hiérarchie de la machine judiciaire,
des magistrats. La réforme que nous avons faite dernièrement, c'est que nous avons augmenté de façon sensible le quota qui est dévolu aux magistrats, disons, moins gradés. Parce que très souvent, parce qu'objectivement, sociologiquement, aujourd'hui, ils sont majoritaires. Les textes sont restés longtemps avec le statut de ce que, effectivement, les magistrats hors hiérarchie représentaient pour l'essentiel plus de 80% effectivement du corps électoral au niveau du Conseil supérieur. La sociologie a changé. Aujourd'hui, effectivement, les magistrats, les jeunes magistrats, les magistrats qui ne sont pas hors hiérarchie sont plus nombreux. Et nous avons tenu compte de cette situation-là. Et en accord avec les composantes de la justice, nous avons effectivement dernièrement augmenté le quota effectivement de ces magistrats-là pour que la majorité sociologique qu'ils représentent soit effectivement reflétée comme il le faut au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons hérité d'un système. Nous avons hérité du système français où effectivement, et en plus vous savez, nous sommes dans un régime présidentiel. Et nous savons que la clé du voûte du système, c'est le président de la République. Mais avec des pouvoirs certains à la justice, au législatif. Nous avons cette différence avec la France que, en France, on parle de l'autorité judiciaire. Au Sénégal, la Constitution parle de pouvoir judiciaire. Pouvoir donc au même sens que l'exécutif et le législatif. Oui, et pourquoi alors le chef de l'exécutif ou le chef de l'État devrait continuer à présider le Conseil supérieur de la magistrature? Mais parce que tout simplement, notre Constitution en a décidé ainsi. Cela ne changera pas? Ça ne changera certainement pas. En tout cas, personnellement, en tant que garde des Sceaux, en tant que praticien du droit, je ne le souhaite pas. Vous savez, ça ne fait pas partie des réformes envisagées. Ça n'est pas partie ni des réformes envisagées, ni des idées que j'ai. Vous savez, dernièrement, il y a eu un moment, ça a été effectivement agité. Je crois que des hauts magistrats, des juristes comme Doudou Ndoye ont effectivement démontré le danger qu'il y aurait à aller dans cette direction-là. Le président de la République, vous savez, tous les magistrats de bonne foi savent qu'il n'intervient pas dans la sélection des magistrats, dans la promotion des magistrats. Il n'intervient pas. Il y a eu récemment des promotions quand même assez importantes. Est-ce que vous avez tenu compte d'abord du rajeunissement, il faut le dire, de la magistrature sénégalaise? Même si, soit dit en passant, bon, on voit quand même que les anciens sont toujours là et sont nommés à la tête des grandes institutions, des grandes juridictions. La justice a de cela qu'elle ressemble à un moment à l'armée. Les grades, ça compte. Je vous assure que le dernier Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu a véritablement bouleversé la structure de l'appareil judiciaire. Vous avez vu vous-même qu'il y a eu plus de 135 nominations. Du premier président de la Cour suprême jusqu'au juge de Matam. Et si vous regardez ça, vous verrez que ce sont les jeunes qui ont pris le pouvoir. Pas au sens pouvoir, mais parce que tout simplement, ils ont pris la place qui leur revenait dans le système. Je reviens encore, si vous permettez, au rôle, effectivement, du chef de l'État dans cela. Ou bien même de son garde des Sceaux. Le directeur du service judiciaire, qui est aujourd'hui le procureur général près de la Cour suprême, vous pouvez le contacter. Il pourra vous dire que nous avons seulement défini les règles. Mais le choix des hommes a été laissé effectivement à cette structure-là. Parce que tout simplement, nous ne les connaissons pas. Ce que j'avais estimé pour une question de justice et d'égalité, c'est que de mettre fin
à un système qui permettait à certains magistrats de faire toute leur carrière à Dakar, à Thiès ou à Saint-Louis, et à d'autres de rester confinés toute leur carrière dans les régions, ou même dans la brousse, comme on dit. La première chose que j'ai faite, effectivement, c'est de permettre à ces magistrats qui sont à Matam ou à Kédougou de participer à des formations en tant que de besoin pour parfaire leurs connaissances. Ce système, nous avons décidé que, parce que moi, quand je suis arrivé dans la justice, la règle était que un magistrat, un juge qui restait 3 ans à un poste, il devait bouger. Malheureusement, on a laissé la situation. Et aujourd'hui, il y avait effectivement des magistrats qui sont à 20 ans, 15 ans au même endroit et qui ne bougent pas. Et j'ai demandé à ce qu'on revienne à l'orthodoxie. C'est-à-dire que maintenant, un magistrat qui reste en fonction au-delà de 5 ans doit bouger. Et c'est ça qui a été appliqué. Un magistrat qui était à Kédougou depuis plus de 5 ans a été effectivement ramené à Saint-Louis ou à Dakar. Ceux qui étaient restés longtemps sans promotion ont été promus. Ce qui n'a pas été perçu, c'est qu'au-delà du mouvement au sein de la magistrature, il y a également énormément, il y a plus de 130 magistrats qui sont passés au grade hors hiérarchie. En application du dernier décret que le président de la République venait de signer il y a de cela 2 mois. Décret d'application d'une loi qui avait été votée depuis 2017. Très bien. Et donc qui redéfinissait les grades, et ça sur proposition des magistrats. L'UMS pourra vous confirmer sur ce point-là. Très bien. Alors, que objectivement les choses ont été faites dans les règles de l'art et dans le respect strict des dispositions qui régissent la magistrature. Très bien. Alors, rajeunissement de la magistrature, mais il y a quand même des icônes, sans personnaliser. L'arrivée de Cheikh Tidiane Coulibaly à la tête de la Cour suprême en remplacement de Mamadou Badio Camara, mais aussi l'autre star de la magistrature, c'est Demba Kandji qui va au palais présidentiel. Qu'est-ce qui a motivé ces décisions? Cheikh Tidiane, le président Cheikh Tidiane Coulibaly est l'un des plus anciens magistrats de ce pays. C'est un magistrat aux qualités reconnues et à la moralité reconnue et qui fait l'unanimité. C'est un magistrat qui occupait le poste de procureur général près de la Cour suprême. Le poste de premier président se libère. Vous pensez qu'il serait normal, alors que nous avons un homme intègre, un homme qui remplit tous les critères de compétence, de moralité et d'ancienneté, qui occupe le poste de procureur général, qu'il serait normal qu'on aille chercher quelqu'un d'autre, peut-être qui est moins gradé, peut-être qui est moins connu, pour le faire sauter, enjamber le procureur général pour le mettre comme premier président de la Cour suprême. Ça aurait été injuste, ça aurait été indéfendable. Et objectivement, je vous assure que les magistrats, dans leur intégralité, sans aucune exception, de l'UMS jusqu'aux autres, ont salué cette mesure parce que c'était la mesure qu'il fallait faire. Demba Kandji, qui va à la présidence de la République, Demba Kandji, c'est une petite surprise ou grosse surprise, c'est selon. Demba Kandji a fait presque 10 ans, plus de 10 ans, comme premier président de la Cour d'appel de Dakar. Vous connaissez le rôle stratégique effectivement de cette cour. Demba est un ami. Je vous assure que, sans violer le secret, Demba voulait quitter. Il voulait quitter ce poste-là parce qu'il estimait qu'il n'avait plus rien à prouver à ce niveau-là et que ça l'avait épuisé à la limite. Donc, il a quitté effectivement le poste de premier président pour être détaché provisoirement au palais de justice. Provisoirement. Provisoirement, bien entendu. Provisoirement. Et à moyen terme,
je peux vous le dire, il prendra le poste de médiateur de la République. Ah oui, vous le confirmez alors? Je le confirme. Pourquoi Alioune Badara Cissé devrait partir? Mais c'est quand même l'année prochaine. Mais bien entendu. C'est pour ça que j'ai dit... Cissé va partir. Mais bien entendu. Et il ne peut pas être révoqué. Ou il partirait avant terme. J'ai dit, c'est pour ça qu'on a mis le président Demba Kandji en détachement pour le moment à la présidence de la République. Et vous savez, ce que vous ne savez pas... Mais c'est la première fois quand même qu'on annonce la nomination prochaine de quelqu'un. En tout cas, ce n'est pas souvent dans nos... Non, vous vous trompez. Oui, pour la simple raison que déjà, parmi ceux qui sont nommés, il y a beaucoup qui sont nommés pour compter d'eux. C'est très fréquent dans la magistrature qu'on nomme quelqu'un, mais en disant que la nomination sera effective à partir de telle date. Très bien. Même les nouveaux procureurs généraux qui ont été nommés aujourd'hui, dernièrement, il y en a, pour l'essentiel, leur prise d'effet est dans le futur. Très bien. En tout cas, donc c'est une pratique parfaitement courante. Le ministre de la Justice qui confirme immédiat, qui a dit il y a quelque temps que Demba Kandji devrait être médiateur de la République. Au niveau, dans le dossier du pré-conseil supérieur de la magistrature, il est bien entendu, il avait été précisé que Demba Kandji est détaché à la présidence de la République pour être nommé médiateur. Au moment opportun, bien entendu, il sera nommé à ce poste-là. iRadio ITV, le jury du dimanche, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux Malick Sall en est l'invité. Mais quid alors de ce cordon ombilical entre le ministre que vous êtes et le parquet qu'il faudrait couper? Là aussi, c'est une des réformes qui est demandée depuis des années et des années. Qui l'a demandé? Vous saviez, vous êtes avocat, vous êtes dans le milieu judiciaire. En tant qu'avocat, je ne l'ai jamais demandé. J'ai été membre du conseil de l'ordre des avocats, on ne l'a jamais demandé. J'ai rencontré des hauts magistrats, j'ai rencontré des jeunes magistrats qui ne le demandent pas et qui disent même qu'il ne faut surtout pas arriver à cela. C'est surtout la perception qui est toujours là et qui est tenace, consistant à penser que le parquet est sous les ordres du garde des Sceaux. Mais le parquet est sous les ordres du garde des Sceaux. Il n'y a pas, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Alors jusqu'à quel niveau? Poursuivez pas, libéré ou bien? Le garde des Sceaux, c'est-à-dire le président de la République et le patron du parquet. D'accord. Mais jusqu'à quel niveau? Jusqu'à dire poursuivez, ne poursuivez pas, libérez? Nous sommes dans un état de droit. Libérer, vous savez ce que en matière pénale, donc, quand vous parlez de libérer, le juge est totalement indépendant, lui. Le parquet, le procureur, dans notre système judiciaire, joue à peu près le même rôle que l'avocat de l'autre côté. Il requiert, comme l'avocat plaide, mais il appartient au juge de décider. Il est très souvent arrivé que le procureur demande: je ne peux pas donner de dossier, mais pas plus tard qu'il y a la semaine dernière, le procureur, je sais, a requis un mandat de dépôt dans un dossier et le juge est passé outre en estimant que lui, il estimait que cette personne serait inculpée mais placée sous contrôle judiciaire. C'est fréquent, mais bien entendu, les gens, quand il s'agit d'une personnalité politique ou d'une personnalité médiatique, on dit, mais la vérité c'est que le procureur, il demande. Très bien. On va y aller. C'est le juge qui décide. Alors. Et ce juge, il n'y a pas de cordon entre le juge du siège et la chancellerie. L'introduction maintenant, l'introduction du bracelet électronique, il y a un de nos auditeurs qui pose d'ailleurs la question sur Facebook et qui dit est-ce que ce n'est pas fait pour les gros bonnets? Voilà. C'est ça le problème de notre pays. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore fait quelque chose. Tous les gens de bonne foi savent que la nouvelle politique pénale, telle qu'elle est définie par le chef de l'État, et qu'il m'a chargé de mettre en application, c'est de mettre beaucoup d'humanité dans le traitement des détenus ou dans le traitement des personnes qui sont en face de la justice. L'avocat que je suis, c'est que n'importe quel citoyen, M. Kane, vous comme moi,
demain pour avoir affaire avec la justice et donc pour se retrouver en prison. Il y a des années qu'il n'y a pas eu de prisons qui ont été construites. Nos prisons étaient surpeuplées. Nous avons pensé à des moyens de faire en sorte que, d'abord, qu'il y ait moyens de longue détention, qu'il n'y ait pas de surpopulation, et le bracelet électronique participe uniquement à cela. Faire en sorte que, parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que... Une question d'Amadi Diba. Ce que les gens doivent savoir, c'est que le droit, l'emprisonnement, c'est une exception. Normalement, c'est la liberté qui est la règle. Quelqu'un qui est simplement présumé, parce que aussi longtemps qu'on n'a pas été condamné définitivement, on est présumé innocent. Ici, c'est surtout le bracelet, c'est pour les détentions préventives et éviter l'engorgement des prisons. Ça peut être pour les détentions préventives, comme ça peut être également pour les gens qui ont été définitivement condamnés. Mais on sait aussi la dimension sociologique. Hein. Non, parce que tout simplement, vous savez... L'histoire du bracelet, être dans sa famille ou dans son quartier avec un bracelet. Oui, mais vous savez, mais moi je pense que le bracelet n'est pas obligatoire. Donc c'est facultatif. C'est facultatif. C'est-à-dire qu'il appartiendra à la personne qui a maillé à la justice de choisir. Le juge peut lui proposer en disant que deux options. Ou bien mandat de dépôt, ou bien comme vous remplissez des conditions, des critères pour pouvoir rester dehors, pour préserver votre famille et votre emploi, on a la possibilité, si vous le désirez, de vous mettre le bracelet électronique. C'est seulement quand cette personne acceptera qu'on lui mettra le bracelet électronique. Et puis je ne sais pas si vous avez vu le bracelet aujourd'hui tel qu'il est. C'est comme un bracelet. Objectivement, c'est moins de 500 grammes. Quelque chose que si on vous met ça au pied, comme je le dis souvent, il n'y a que votre épouse, si vous êtes marié, ou bien la personne qui vous a mis le bracelet, qui peut savoir qu'effectivement vous avez un bracelet. Sauf si vous mettez en culotte, bien sûr. Si vous mettez en pantalon, personne ne saura que vous avez un bracelet électronique. La justice, ce sont ces travailleurs, ces magistrats, ces huissiers, mais ces greffiers. Le SYTJUST, monsieur le ministre, dit qu'il y a un protocole qui est signé depuis le 17 octobre 2018, mais que vous, ministre de la Justice, refusez d'appliquer. Qu'en est-il exactement? Vous savez, moi, je suis... les fonds communs, il y a également l'amélioration des salaires. En vérité, il n'y a pas de contentieux entre le SYTJUST et le garde des Sceaux. Le protocole dont il parle est une réalité. Et je peux vous assurer que ce protocole qui permet d'alimenter les fonds de greffe a été scrupuleusement respecté. Ce protocole permet de payer tous les 3 mois. Et le dernier règlement est intervenu il y a 1 mois. Et la prochaine échéance, ce sera au mois de juillet. Donc à ce niveau-là, le protocole a été totalement respecté. Le SYTJUST est un syndicat. C'est de bonnes règles, c'est normal qu'il essaie de mettre la pression sur l'autorité. C'est la bonne. Aussi longtemps. Il y a le statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice. Ça aussi c'est mis sur la table. Et l'amélioration aussi des salaires des travailleurs de la justice. Non, pour vous parler du SYTJUST, je vais vous dire que ce protocole, nous avons pensé qu'il serait mieux de le formaliser. Parce qu'il y avait difficulté quant à sa mise en exécution au niveau de l'administration du ministère du Budget. Et à chaque fois, c'était la gymnastique pour effectivement que les fonds soient libérés. Nous avons estimé, ça coince, mais parce que tout simplement, c'était un protocole, mais qui n'avait pas été présenté sous forme de décret pour faire en sorte que ce soit planifiable au niveau effectivement du budget du Trésor public. Nous avons pensé qu'il fallait effectivement mettre ça en forme. Maintenant, il y a des décrets. Nous avons travaillé sur ça. Non, c'est ça, c'est différent ça. Non, nous avons travaillé ensemble ça. La chancellerie, le ministère de la Justice, le ministère des Finances et du Budget, ainsi que les représentants du SYTJUST et des autres magistrats. Et nous avons trouvé une solution. Et nous avons préparé un décret ensemble, consensuel. Et ce décret, il est dans les rails. Dans le circuit. Donc il n'y a pas d'objet, c'est ce que vous dites au SYTJUST? Non, en fait, moi je les comprends. Ils estiment que ça traîne.
Le problème, c'est que moi, j'ai à leur dire. J'ai dit quand même, nous sommes dans le cadre d'une pandémie. Nous savons que pour la riposte contre cette pandémie-là, beaucoup d'administrations ont été allégées. Ce qui fait que un dossier qui pouvait être traité en une semaine, il est traité maintenant de façon beaucoup plus longue. Mais ils savent, et je leur ai montré, que le dossier suit son cours. Et je leur ai dit, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entre eux qui m'ont recontacté pour m'expliquer qu'en fin de compte, ils sont dans une logique tout simplement pour calmer les membres. Et je les comprends. Encore que le secrétaire général, quand même, envoie des déclarations et des communiqués, un point de presse le vendredi. Il est dans son rôle. À la mobilisation de ses camarades. Monsieur Kane, il est dans son rôle. Pourquoi ce décalage entre ce que vous êtes en train de dire là et les positions du site Justin? Ce que je veux dire, il n'y a pas de décalage. Il est dans son rôle. Oui. Il met la pression. Il veut qu'on accélère la procédure pour que le décret soit signé le plus vite possible. Très bien. Moi, j'ai eu à le dire que, quels que soient les communiqués qui sortiront, le dossier, il sera traité. Qu'il y ait mouvement, qu'il n'y ait pas mouvement, le dossier ne sera pas retardé, ni par leur sortie, ni par autre chose. La procédure sera suivie et le décret sera signé. Enfin, si le président le veut bien, parce que nous ne pouvons que proposer au chef de l'État un décret. Très bien. Quelle est la riposte judiciaire maintenant, puisque vous parlez de la pandémie, de la Covid-19, il y a un instant, la riposte judiciaire face à cette maladie? Je dois vous dire que sur ce sujet-là, je suis extrêmement fier de ce qui a été fait. Je touche du bois. À l'heure où je vous parle, aucun détenu n'a été testé positif dans nos prisons, dans toutes nos prisons. Et cela, par la grâce de Dieu, bien entendu, mais également par le fait de mesures réfléchies qui ont été prises et qui ont été validées par le chef de l'État. Il avait été décidé, vous vous en souvenez, dès le lendemain du discours du chef de l'État, sur l'état d'urgence, demander aux juridictions de suspendre les audiences. Toutes les audiences, sauf, bien entendu, celles qui ne pouvaient pas, que l'urgence ne permettait pas de reporter. Et que même dans ce cas, qu'il fallait que les barrières, les mesures barrières, comme on dit, soient appliquées de façon stricte. Cela a été très bien compris par les chefs de juridiction et ça a été appliqué. Au niveau de l'administration pénitentiaire, il a été décidé d'abord de suspendre les droits de visite, mais en contrepartie de mettre en place des lignes téléphoniques qui permettent aux parents des détenus de rester en contact avec les détenus. Oui. Il avait été décidé également que désormais, quand quelqu'un est mis sous mandat de dépôt, on ne l'envoie pas directement en prison. L'administration pénitentiaire a choisi le Cap Manuel et le pavillon spécial de Dantec, l'hôpital Dantec, pour accueillir le premier, les hommes, le deuxième, les femmes. Ça signifie que quelqu'un qui est sous mandat de dépôt est envoyé dans ces structures-là et doit rester là-bas 14 jours. Oui. À partir de ça, pour vérifier s'il... Voilà. Observer la 14e. C'est exactement. Et ça a été respecté. Oui. Et grâce, et d'ailleurs, c'est même cela qui a permis le fait que Hissène Habré, effectivement, soit sorti de prison. Une question incontournable de Aliou Baldé, mais aussi d'autres internautes. Pourquoi vous avez décidé de ramener l'ex-président Hissène Habré en prison alors que la maladie continue toujours de se propager, alors qu'il est quand même âgé? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Pour compléter la dernière question, ce qui a permis également une bonne réussite des mesures que nous avons prises, c'est que le chef de l'État a joué énormément sa partition. Vous savez qu'effectivement, à la veille de l'indépendance, il a gracié 236 détenus.
Ce qui est quand même, effectivement, c'était quand même une première fois. Et au moins, à la Korité, 1021 autres personnes. Hissène Habré ne pouvait pas bénéficier de grâce. Non, nous n'avons pas le pouvoir. Le chef de l'État n'a pas le pouvoir. Oui, je pose la question pour quand même... Non, on n'a pas le pouvoir. Hissène Habré a été condamné par les cours africaines de justice. C'est ça. Et au Sénégal, on a juste confié l'incarcération et les modalités d'incarcération de Hissène Habré. Très bien. Pourquoi Hissène Habré est retourné en prison? Oui. Parce que tout simplement, nous sommes dans un état de droit. Hissène Habré est sorti, a été déplacé du Cap Manuel parce que nous avons... 2036 détenus. 2036 détenus. D'accord. Très bien. 2036 détenus et 1021 détenus. Très bien. Quand la pandémie s'est installée au Sénégal, comme mesure de riposte, on a décidé de transformer le Cap Manuel en lieu de transit, l'avocat d'Hissène Habré a saisi le juge d'application des peines d'une demande en lui disant: Monsieur le juge, je suis un vieil homme de 78 ans, je suis malade. Voilà qu'on vient de transférer chez moi, à côté de moi, des individus qu'on a évité d'amener en prison parce qu'il se peut qu'ils soient positifs. Et donc, j'estime que leur proximité avec moi peut mettre en danger ma vie. Il a donc demandé à ce qu'on donne l'autorisation de sortir et de passer ce moment-là chez lui comme prisonnier. Oui. Le juge a donné droit sur la base d'une disposition. Oui. Mais le juge lui a donné 60 jours. Oui. Ça n'a pas été facile. Il n'a pas pu le proroger. Mais parce que la prorogation n'était pas... La pandémie n'est pas terminée. Mais parce que tout simplement... Il y a des risques de propagation, de contamination. On en est conscient. Je vous assure que... Vous en êtes conscient. Si ça ne dépendait que de moi, Hissène Habré serait resté chez lui. Vous ne pouvez rien. Je ne peux absolument rien parce que je n'y étais pour rien. Très bien. Au moment où on l'a... Donc le juge ne peut pas être contraint. Le juge ne peut pas être contraint. Et le juge lui-même ne pouvait pas maintenir. Parce que tout simplement, le juge a rendu sa décision sur la base d'un texte. Et ce texte est clair. Ce texte dit que au-delà du temps qui est accordé, la personne doit nécessairement retourner en prison. Même si elle demandait... Elle doit retourner d'abord en prison. Retourner d'abord. Bien entendu, après, cette personne, si effectivement les raisons qui avaient justifié qu'elle bénéficie de la mesure de sortie sont toujours d'actualité, son avocat peut toujours revenir devant le juge et demander au juge: Monsieur le juge, la situation est toujours la même, je vous demande de me réautoriser. Mais ça, il appartient à l'avocat de le faire. Le dossier Habré, on sait, c'est une thèse et une antithèse. Les victimes aussi réagissent souvent quand on parle de lui. Elles demandent justement que ces biens soient vendus afin que les dommages et intérêts qui leur sont accordés soient réglés. Je rappelle qu'il est poursuivi en termes de dommages et intérêts pour le montant de 82 milliards 290 millions de francs CFA. Mais vous savez, comme je vous le dis, ça, le Sénégal n'a rien à voir avec ça. Au Sénégal, on a confié la détention de Hissène Habré et les conditions de sa détention. C'est tout. Mais, je reviens sur le cas justement de Luc Nicolaï. Ce dont vous parlez, il s'agit du recouvrement des sommes qui ont été accordées aux parties civiles. Il appartiendra à leurs avocats d'utiliser toutes les voies de droit. Si les avocats savent qu'il a effectivement un bien immeuble ou bien, c'est à eux de faire la procédure. Ce n'est pas à l'État du Sénégal de faire cette procédure, d'autant plus que l'État du Sénégal n'a pas le pouvoir de faire cette procédure. Hissène Habré ne peut être ni gracié ni amnistié par l'État du Sénégal. Il ne peut pas. Très bien, on va courir un peu. Il y a quand même la loi d'habilitation qui a été votée, l'Assemblée nationale, qui donne des pouvoirs assez étendus au président de la République. D'aucuns disent qu'il a les pleins pouvoirs et qu'il en abuse. C'est quoi l'esprit de la loi d'habilitation et qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? D'aucuns disent qu'il en abuse, comme qu'on nous donne un seul exemple d'abus. Un seul exemple d'abus. Vous savez, dans tous les pays où un état d'urgence, un état de guerre sanitaire, comme on dit en France, a été décrété, habilitation a été faite par les assemblées pour permettre au chef de l'État, d'abord, de pouvoir agir
dans l'urgence. Parce que vous savez très bien que dans notre système, si un texte doit passer à l'Assemblée, ça prend au minimum 1 mois. Ouais. Parce qu'il faut d'abord saisir l'Assemblée. Il faut d'abord que le texte passe en Conseil des ministres. Il faut qu'après ça, le texte soit transmis par le chef de l'État au président de l'Assemblée nationale. Il faut que le bureau de l'Assemblée siège. Il faut que la commission chargée des lois, ou une commission statue, pour l'affaire soit passée en plénière et votée. Comme exemple d'abus supposé, la prolongation ou la prorogation de l'état d'urgence. Ce n'est pas un abus, pour la simple raison que dans la loi d'habilitation, les députés ont autorisé le chef de l'État à proroger l'état d'urgence. C'est si vous regardez effectivement la loi d'habilitation, cette autorisation a été donnée au chef de l'État pour qu'il le fasse. Et aussi qu'il décrète la fin de l'état d'urgence. Si d'aventure, elle se justifiait avant les délais qui avaient été fixés. Donc, pour vous dire d'abord, pour que le président de la République puisse agir rapidement, donc pour plus d'efficacité, mais en même temps, par précaution. Parce que quand une pandémie comme ça s'installe dans un pays, il peut arriver que de façon physique, matérielle, l'Assemblée soit dans l'incapacité de se réunir. Et c'est des précautions qu'il faut prendre. On ne va pas attendre que l'Assemblée soit dans l'incapacité de se réunir pour prendre une décision. Parce que dans ce cas, il n'y aurait jamais eu. Ce sont des précautions qu'on a prises. C'est pour quand la fin de l'état d'urgence? Mais la fin de l'état d'urgence dépendra. Vous savez, l'état d'urgence a été décrété suite effectivement à des rapports médicaux, à des structures qui effectivement qui nous disent que nous avons atteint un seuil. Vous savez très bien que dans ce domaine-là, même la prorogation effectivement de l'état d'urgence se fait sur la base effectivement des conseils, des directives de cette même structure qui est installée ici et qui est composée pour l'essentiel de médecins et qui donne au chef de l'État effectivement l'état de la situation. Si on arrive à un moment où on constate, on n'attendra pas qu'il n'y ait plus de malades. Mais dès l'instant que on arrive à un moment où on estimera que nous sommes arrivés à une situation plus ou moins contrôlée, gérable, en ce moment, cette situation sera portée au chef de l'État et le chef de l'État appréciera. Et je pense que plus que personne, le président de la République voudrait que cet état d'urgence-là cesse pour que l'économie sénégalaise reparte pour ne pas mettre en péril les échéances qu'il s'est fixées pour l'émergence du Sénégal. Monsieur le ministre de la Justice, Malick Sall, invité du jury du dimanche iRadio ITV. Le littoral, une spéculation foncière est révélée ces derniers jours, des abus sur la base de faits, parfois même d'aveux. Et aujourd'hui, nombreux sont les citoyens qui réclament même des poursuites judiciaires. Vous avez pris connaissance de ce dossier en tant que ministre de la Justice? J'en ai entendu parler pour le moment, comme vous. Il n'y aura pas de poursuite? Je ne peux pas, non. Vous savez, les poursuites, la DSCOS déjà agit. Oui. Des rapports seront déposés. Oui. Et effectivement, s'il s'avère que des crimes ou des délits ont été commis, il y aura des poursuites, nécessairement. Nécessairement. Mais les poursuites, vous savez, peuvent être initiées même par les parties civiles, par les personnes physiques, pas nécessairement par l'État. Pas nécessairement par l'État. Quelqu'un qui estime, mais l'État, si l'État... Pour donner sa bonne foi par rapport à la bonne gouvernance, la transparence, l'État peut agir aussi. Si les enquêtes qui sont en cours permettent à l'État d'agir, soyez sûr que l'État agira. L'État prendra ses responsabilités. Et vous avez déjà vu quand même que le chef de l'État a pris les mesures qu'il fallait. Il a fait sa sortie. Il a remis les choses à l'endroit. Et je crois que même que pour une fois, vous avez vu à quel point il était en colère devant cette situation-là. Parce que c'est une situation qui met en péril notre vie sociale. Et donc, le chef de l'État est totalement conscient
de cela. Et soyez sûr que oui. si les rapports montrent, nous donnent la possibilité d'agir, l'État agira. Lamine Diack, en procès à Paris, poursuivi pour des faits présumés de corruption, l'État du Sénégal lui a apporté assistance pendant tout le long de sa détention, comme aujourd'hui à l'occasion de son procès qui est en cours. Lui, ancien président de l'I2AF. Je peux vous assurer que l'État du Sénégal a rempli ses devoirs vis-à-vis du citoyen Lamine Diack. Concrètement. Concrètement, ce que l'État peut faire, dans ces cas, c'est effectivement mettre en branle le consulat du Sénégal pour assister Lamine Diack. Cette assistance peut être à la fois financière ou morale. Ça a été fait. Ça a été fait. Le consul a rendu plusieurs fois visite effectivement à Lamine Diack. Est-ce que la justice sénégalaise ou l'État sénégalais aurait pu demander ou non, rendez-nous notre citoyen, nous-mêmes nous allons le juger, par exemple, éventuellement. Non, ces accords n'existent pas. Non, les accords existent uniquement dans le cadre de l'exécution de la peine. Mais la France est un pays qui est indépendant. Je ne sais pas besoin de le dire. Le Sénégal également. Oui. Les choses ont été faites. C'est le juge français qui a mis en branle la procédure. Oui. Lamine Diack a été arrêté en France. Oui. Donc la procédure a été faite en France. Tout ce que l'État du Sénégal peut faire, c'est par le canal effectivement de son consulat, accorder une assistance morale à Lamine Diack. Son fils Papa Massata Diack, double inculpation au Sénégal, mais refus de l'État du Sénégal de l'extrader. Mais parce que tout simplement, il n'est pas présent au procès de Paris. Parce que tout simplement, M. Kane, c'est là aussi pour vous dire que le Sénégal, c'est un État de droit. Le Sénégal, la loi sénégalaise ne permet pas à l'État d'extrader son citoyen. Lamine Diack est un citoyen sénégalais. Et la France le sait. Et les accords de coopération judiciaire qu'il y a entre le Sénégal et la France permettent effectivement à ce que la France, si elle a besoin, refuse d'extrader ses citoyens et que le Sénégal en fasse de même. C'est dans nos accords de coopération judiciaire. La France le sait. Ce que la France pouvait faire, et elle l'a fait. C'est le juge français a demandé au juge sénégalais d'instruire la procédure. Il lui a envoyé ce qu'on appelle une commission rogatoire. Je peux vous assurer que ce qu'il a demandé, le juge sénégalais l'a fait. Le fils Diack a été inculpé dans 2 procédures. Donc c'est pour dire que l'enquête a été faite. L'enquête a été faite. Et les rapports de cette enquête ont été transmis par le juge sénégalais au juge français. Pour autant, est-ce que Pape Massata Diack va être jugé ici au Sénégal parce qu'il a été inculpé, double inculpation, ou plutôt c'est un procès qui va se dérouler à Paris et qu'il serait jugé par défaut, puisqu'il n'est pas là-bas? Il peut être jugé à défaut, à Paris. D'accord. Mais le juge sénégalais, la justice sénégalaise, qui s'est saisie d'un volet, bien entendu que la justice ira jusqu'à son bout. Jusqu'à le juger éventuellement? Évidemment, si c'est nécessaire. D'accord. On va terminer rapidement, mais je prends peut-être 30 secondes. D'abord, Assane Diouf, qualifié d'insulteur public, qui est encore arrêté, accusé du délit d'offense au chef de l'État. Pour certains, on est dans une démocratie, là, il y a la liberté d'expression. Monsieur Kane. Très rapidement, mais en 10 secondes. Si vraiment on pense que la liberté d'expression autorise quelqu'un à insulter, mais vraiment insulter le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, d'abord, avant d'être chef de l'État, il est père de famille. Il est un citoyen qui a ses droits. Si les injures que Assane Diouf a proférées à l'endroit du chef de l'État, il l'avait fait à votre endroit, vous aurez porté plainte. Les notaires, cette semaine, vous avez pris une décision majeure les concernant en tant que profession. C'est quoi la teneur de cette décision et quel est son enjeu? C'est uniquement pour effectivement mettre en forme le statut des notaires. Des dispositions qui organisent comment les notaires seront désormais, la procédure qu'il va falloir suivre pour devenir notaire, les
conditions d'exercice effectivement du métier de notaire et l'innovation. La retraite à 70 ans. Oui, effectivement, et que désormais, effectivement, le notaire doit à 70 ans prendre sa retraite. Mais bien entendu, on a quand même pris des mesures transitoires. Oui. Parce que le notaire qui a aujourd'hui 70 ans, aujourd'hui, oui. On ne va pas le dire aujourd'hui, effectivement, de partir tout de suite. Donc des mesures transitoires ont été prises qui permettent à ces notaires-là de demander, s'ils le veulent, la possibilité qu'on le proroge pendant 3 années. Et ça a été effectivement mis dans le texte du décret que le président a signé. Question d'Adramé Babou qui dit pourquoi pas 70 ans aussi pour les avocats et pour d'autres professions, pour les magistrats, les experts maritimes. Les avocats, oui. L'avocat c'est une profession totalement libérale. Oui. L'avocat, son cabinet lui appartient. L'avocat exerce son métier en toute liberté. Le notaire est un officier public. C'est un officier public. Donc, la charge qu'il a pour exercer son métier lui est confiée par l'État. C'est-à-dire que l'État lui donne, en lui disant, je vous donne ce pouvoir, vous l'exercez dans ce coin précis du Sénégal et dans telles conditions. Donc, c'est comme un fonctionnaire. Les magistrats, bien sûr qu'ils vont à la retraite à 65 ans. Les notaires, nous avons estimé que 70 ans, parce que c'est un métier où, pour moi, l'âge n'est pas déterminant. Et au contraire, plus on est d'âge avancé, plus on fait preuve d'une certaine sagesse. Et le notaire, c'est un métier où, effectivement, cette apparence de sagesse compte beaucoup. On aurait bien voulu poursuivre encore cette émission, tellement les questions de la justice sont prégnantes, sont préoccupantes et intéressent beaucoup les justiciables sénégalais qui nous regardent, qui nous écoutent. Le jury du dimanche avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Malick Sall. Merci d'être venu à cette émission, présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane, à la technique, prise de son Iba Marsen, réalisation Abdoulaye Ndiaye et toute l'équipe avec Babacar Ndiaye. Babacar Fall et Abdoulaye Silla pour E-Media SN qui vous fera le compte rendu de cette émission. Réseaux sociaux, Biram Pouy et Momodou Diagne, merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.